En l'an 711, un général de 30 ans traverse un détroit avec 7000 hommes. En face de lui, 100 000 soldats. Un royaume entier. Une civilisation millénaire. Il regarde la mer derrière lui. Puis il donne l'ordre le plus fou de l'histoire militaire. Brûler les bateaux. Pas de retour possible. Pas de retraite. Pas de fuite. 19 jours plus tard, il aura conquis le plus grand empire d'Occident. Son nom, Tariq ibn Ziyad. Né en Algérie, berbère. Et son histoire va vous couper le souffle. Pour comprendre qui était Tariq ibn Ziyad, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Nous sommes au 7e siècle. L'islam vient de naître en Arabie. En moins de 80 ans, il a déjà traversé la moitié du monde connu. L'empire omeyyadé s'étend de l'Inde jusqu'aux côtes atlantiques du Maroc. C'est l'une des expansions les plus rapides de toute l'histoire humaine. Et ce n'est pas encore fini. Tariq ibn Ziyad naît dans une tribu berbère d'Algérie. Il n'est pas arabe, il est amazigh. Berbère. Le peuple qui habitait le Maghreb bien avant l'arrivée de l'islam, bien avant Rome, bien avant Carthage. Un peuple de guerriers, de nomades, de montagnards. Un peuple qui a toujours résisté aux conquérants et qui finit par embrasser l'islam avec une conviction qui allait changer l'histoire du monde. Tariq commence sa vie comme esclave. Puis il est affranchi par Moussa ibn Nusayr, le gouverneur omeyyade d'Afrique du Nord. Son intelligence, son courage et ses talents militaires lui valent une ascension fulgurante. Il devient gouverneur de Tanger, un affranchi, un berbère, qui gouverne l'une des villes les plus stratégiques de la Méditerranée. C'est déjà extraordinaire. Mais ce n'est que le début. En 710, un événement décisif se produit. Julien, comte de Septa, entre en contact avec Moussa ibn Nusayr. Il lui propose quelque chose d'incroyable, aider les musulmans à traverser le détroit et envahir l'Espagne wisigothique. Pourquoi ? Parce que le roi Rodrigue a offensé sa famille. La politique, la vengeance et l'ambition vont changer le destin de 2 continents. Moussa consulte le calife à Damas. La réponse arrive, procédez, mais prudemment. Tariq ibn Ziyad est choisi pour mener l'expédition. Avril 711. Tariq rassemble ses troupes à Tanger. 7000 hommes, majoritairement berbères, quelques arabes. En face, le royaume wisigoth d'Espagne, avec ses dizaines de milliers de soldats, ses forteresses, ses siècles d'histoire. Les bateaux de Julien les transportent en plusieurs traversées. Ils débarquent au pied d'un rocher immense qui s'élève à 426 mètres au-dessus de la mer. Ce rocher s'appellera désormais Jebel Tariq, la montagne de Tariq. En anglais, Gibraltar. Un nom arabe au cœur de l'Europe, 1300 ans plus tard. C'est là que Tariq fait ce geste qui restera dans l'histoire pour toujours. Il ordonne de brûler les bateaux. Selon les chroniques arabes, il réunit ses hommes et leur dit « Oh mes guerriers, où allez-vous fuir ? La mer est derrière vous, l'ennemi devant vous. Par Dieu, il ne vous reste que la sincérité et la patience. » Ces mots ne sont pas seulement un discours militaire, ils sont une philosophie de vie. Quand on brûle ces bateaux, on n'a plus d'autre choix que d'avancer. La peur disparaît. Ce qui reste, c'est la clarté. Rodrigue, le roi des Wisigoths, apprend le débarquement. Il rassemble en urgence son armée. Certaines sources parlent de 90 000 à 100 000 hommes. Il marche vers le sud. Les 2 armées se rencontrent près de la rivière Barbate, dans le sud de l'Espagne actuelle. Nous sommes le 19 juillet 711. La bataille dure 8 jours. 8 jours de combat acharnés dans la chaleur andalouse. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Les nobles wisigoths, qui avaient contacté les musulmans, retournent leur veste en pleine bataille. Ils abandonnent Rodrigue. Le centre wisigoth s'effondre. Rodrigue disparaît dans la débâcle. On ne retrouvera jamais son corps. Mort ou en fuite, l'histoire ne le saura jamais. Après la bataille de Barbate, Tariq ne s'arrête pas. Il divise ses troupes et avance à une vitesse stupéfiante. Cordoue tombe. Tolède, la capitale wisigothique, tombe. Grenade tombe. En quelques semaines, la majeure partie de la péninsule ibérique est sous contrôle musulman. Moussa ibn Nusayr, impressionné et peut-être jaloux, traverse lui-même le détroit avec une armée plus importante. Ensemble, ils parachèvent la conquête. Ce que Tariq ibn Ziyad a déclenché, c'est l'une des périodes les plus brillantes de l'histoire humaine. Al-Andalus. Pendant presque 800 ans, la péninsule ibérique sera le centre intellectuel du monde occidental. Cordoue deviendra la plus grande ville d'Europe, avec 500 000 habitants, des bibliothèques de 400 000 volumes, des rues éclairées la nuit, quand Paris était encore un village debout.
Des savants musulmans, juifs et chrétiens travailleront ensemble. L'algèbre, la médecine, l'astronomie, la philosophie, tout ce qui constituera la Renaissance européenne passera d'abord par Al-Andalus. Et tout cela commence avec un général berbère algérien qui a brûlé ses bateaux un matin d'avril 711. Tariq ibn Ziyad meurt vers 720, probablement à Damas. Il n'a jamais revu l'Algérie. Il n'a jamais revu l'Espagne qu'il a contribué à créer. L'histoire ne nous a pas conservé son visage, ni sa tombe, ni ses écrits. Mais elle nous a conservé son nom, gravé dans le roc d'un rocher au bout de l'Europe, Gibraltar, Jebel Tariq, la montagne de Tariq. Chaque fois que vous entendez ce mot, souvenez-vous, c'est le nom d'un Algérien berbère qui a décidé un jour de ne plus avoir peur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Antar al-Tariq. Nous racontons l'histoire de l'Algérie et de la civilisation islamique comme elle mérite d'être racontée.